La démission du président de la SNCF, il paye pour les catastrophes de l'été. Violentes émeutes la nuit dernière à Birmingham, en Grande-Bretagne, des heurts qui ont opposé la police à des jeunes Antillais dans cette ville particulièrement touchée par la crise économique. Après l'Amérique, l'Europe, les 10 se sont mis d'accord sur des sanctions minimum contre l'Afrique du Sud. Le procès Barbie peut être encore retardé, les magistrats réclament un supplément d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La démission du PDG de la SNCF est un événement suffisamment exceptionnel pour que nous y consacrions l'ouverture de ce journal. André Chadeau avait été nommé à la tête de la SNCF à la fin 81. Il a donc présenté tout à l'heure sa démission, immédiatement acceptée par le gouvernement. C'est bien sûr la conséquence des accidents, des catastrophes de train survenus cet été avec un bilan très lourd, 84 morts et plus de 200 blessés. Et ce soir donc, la démission de M. Chadeau, qui au lendemain de la catastrophe de Flaujac, avait estimé que cette affaire et les autres concernaient tous les cheminots. Les cheminots sont d'autant plus atterrés par ce qui vient de se produire que chaque cheminot, à quelque niveau que ce soit de la hiérarchie, est particulièrement soucieux de sécurité. Je dirais que c'est sa préoccupation constante. La série noire commence le 8 juillet 85 à Saint-Pierre-du-Vouvray dans l'Eure. Ce jour-là, le train Le Havre-Paris percute un camion semi-remorque qui s'était engagé dans un passage à niveau non gardé. Le conducteur n'avait pas pu dégager son véhicule, coincé par les barrières de ce passage à niveau à fermeture automatique. Bilan, 8 morts et 55 blessés. Moins d'un mois plus tard, le 3 août, le train Corail Paris-Rodez et l'autorail Rodez-Brive entrent en collision près de Flaujac, dans le Lot. Les deux trains, qui circulaient tous les deux sur une voie unique, auraient dû normalement se croiser dans une petite gare, à Acier. Et le chef de gare intérimaire fait partir l'autorail sans attendre l'arrivée du Corail, alors que celui-ci est déjà engagé sur la voie unique. Une erreur qui provoquera la mort de 32 personnes et fera 165 blessés, essentiellement parmi les passagers de l'autorail Rodez-Brive. Le 31 août dernier, c'est un excès de vitesse qui est à l'origine de la troisième catastrophe ferroviaire de l'été. Cette nuit-là, peu après minuit, le train Paris-Portbou traverse la gare d'Argenton-sur-Creuse dans l'Indre à 100 km/h, alors que selon les panneaux de signalisation, le conducteur du train aurait dû réduire sa vitesse à 30 km/h. À la sortie de la gare, le convoi déraille dans une courbe. Quelques secondes plus tard, les dernières voitures du Paris-Portbou sont accrochées puis écrasées par la motrice d'un train postal venant en sens inverse. Bilan de la collision, 43 morts et 37 blessés. Enfin, vendredi dernier, à la hauteur de la gare de Nouvéan-sur-Moselle, un autre excès de vitesse provoque le déraillement du métro L'Or, le train chargé d'assurer quotidiennement la navette Épinal-Thionville. Là non plus, le conducteur n'a pas respecté une limitation à 30 km/h en passant sur un aiguillage à la sortie d'une zone de travaux. Mais cette fois, il n'y aura que 4 blessés légers, dont le conducteur du train, qui était pourtant, comme son collègue du Paris-Portbou, un professionnel expérimenté. Oui, je vous le disais, la démission du patron de la SNCF a été presque immédiatement acceptée par les ministres de tutelle, messieurs Quilès et Auroux. Gérard Leclerc a voulu en savoir plus, il est au ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, et la première question que l'on peut se poser, Gérard, c'est de savoir si M. Chadeau a démissionné ou s'il a été démissionné. Bien écoutez, officiellement, c'est bien André Chadeau qui a décidé de démissionner puisqu'il écrit, je le cite, qu'il croit devoir assumer la responsabilité objective de ces accidents au nom de la SNCF. Mais il précise également que cette décision a été prise d'un commun accord avec son ministre de tutelle, Paul Quilès. Alors certes, à la SNCF comme au ministère, on insiste sur l'aspect moral de cette démission à la hauteur de l'émotion qu'a causée dans l'opinion publique cette incroyable série noire avec ses 84 morts. Laurent Fabius avait cité ces catastrophes comme son souvenir le plus pénible depuis qu'il est Premier ministre. On se réfère enfin à l'exemple du PDG de la Japan Airlines qui a démissionné après l'écrasement d'un de ses Boeing. Il n'empêche que depuis quelque temps, le président de la SNCF était bien contesté en haut lieu. On lui reprochait ses absences ou son flottement lors des coups durs et même son manque de détermination pour faire appliquer ou pour repenser les règlements de sécurité. À titre d'exemple, ce n'est que samedi dernier que le PDG a solennellement appelé les cheminots à se mobiliser sur la sécurité. Alors grand commis de l'État, avant comme après 81, André Chadeau a tiré les conséquences de cette perte de confiance auprès du gouvernement. Gérard, sait-on dès ce soir qui va donc succéder à M. Chadeau? Oui, la procédure est simple, c'est le président de la République qui désignera sans doute dès demain le remplaçant d'André Chadeau au conseil d'administration de la SNCF. Le nouveau président, sans doute le même homme, sera officiellement nommé au conseil des ministres dans 8 ou 15 jours.
Les chiites libanais soufflent le chaud et le froid. Comme promis, Israël a libéré aujourd'hui les derniers prisonniers libanais détenus au camp d'Atlit. Une libération toujours présentée du côté libanais comme un préalable, voire une condition au retour de 2 au moins des 4 otages français détenus au Liban, Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. Les responsables proches du chef d'Amal, Nabi Berri, l'avaient d'ailleurs très clairement laissé entendre. Mais ce soir, ils viennent de relancer le suspense en disant en substance que si par bonheur les 2 Français sont libérés maintenant, ce sera à l'occasion de la libération des prisonniers d'Atlit et certainement pas à cause de cela. Édouard Laure. Voilà, en principe, tout de suite, le commentaire d'Édouard Laure, pour autant qu'il veuille bien partir. Voilà. Bien, un petit problème technique apparemment, je pense que dans un instant, oui voilà, donc les images de ces prisonniers. Dirigés au pas de course vers des autobus qui les attendent à l'extérieur. Libéré donc ce matin, le dernier contingent des prisonniers d'Atlit a regagné le Liban quelques heures plus tard. 119 prisonniers libanais, les derniers des 1132 qu'Israël s'était engagé à relâcher, c'était il y a 3 mois, lors de l'affaire du Boeing de la TWA sur l'aéroport de Beyrouth. Affaire donc terminée pour le gouvernement israélien, mais qui devrait en toute logique se conclure maintenant de l'autre côté de la frontière, du côté libanais à Beyrouth. Et cela grâce au responsable du mouvement chiite Amal, Nabi Berri, qui s'était engagé il y a 3 mois aussi à libérer 2 des otages français, Kaufmann et Seurat, lorsque le dernier prisonnier libanais aurait quitté le territoire israélien. Il semble a priori que Nabi Berri soit prêt à tenir ses engagements. C'est pour lui aujourd'hui une affaire de crédibilité. On devrait le vérifier dans les heures qui viennent. Et on va aussi très vite se poser la question des 2 autres otages, les 2 diplomates français. Malheureusement pour eux, on n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'au jour de leur enlèvement, il y a maintenant plus de 5 mois, notamment sur le groupe qui les détient, un des 17 groupes qui composent le mouvement chiite. Le procès de Klaus Barbie sera peut-être retardé. C'est en tout cas ce qu'on peut imaginer ce soir après que la chambre d'accusation ait demandé un supplément d'information à propos de l'un des 3 chefs d'inculpation retenus contre Barbie. Aucun problème juridique pour les 2 premiers motifs, la déportation des enfants d'Isieux et la rafle de la rue Sainte-Catherine. Les magistrats de la chambre d'accusation réclament en revanche des précisions sur le 3e motif, la déportation de 650 personnes le 11 août 1944. Les magistrats font leur travail, ils s'apprêtent à juger en droit sur des affaires dont la monstruosité semble pourtant devoir échapper aux détails. Betty Duro. Le train numéro 14166 qui part de Lyon ne ressemble pas aux autres trains de la mort. 11 août 1944, les Alliés talonnent les nazis. Alors, c'est dans 9 wagons de 2e classe qu'on entassera à la va-vite 650 personnes, juifs et non-juifs. 438 hommes, 200 femmes, 12 enfants. Ce convoi mettra 11 jours pour arriver à Auschwitz. C'est qu'entre-temps, les arrêts se sont multipliés. On débarque la cargaison humaine à Schmiermeck, à Dresde, à Ravensbrück. On garde les Juifs pour Auschwitz. À l'arrivée, le 22 août 1944, 177 hommes, 63 femmes seront gazés. Les SS, d'habitude si minutieux, si méticuleux dans leur comptabilité, seront là, trop bousculés par l'avance des libérateurs. La machine à tuer durant cet été 44 s'emballe dans le désordre. Ici pourrait résider une des raisons de la différence entre les listes de noms fournies par les parties civiles et celles retrouvées par le parquet général. Mais Paul Lefebvre, un supplément d'information qui devrait donc retarder le coup d'envoi du procès. Oui, c'est probable et c'est au fond normal. On ne juge pas Klaus Barbie sur une accusation globale, mais sur des faits précis, identifiés et si possible démontrés. La chambre d'accusation réclame donc des précisions supplémentaires et c'est d'ailleurs le président de cette chambre d'accusation de Lyon, M. Hubert Augier, lui-même, qui va s'en occuper. Ensuite, lorsque le dossier aura été complété, la chambre d'accusation de Lyon aura à donner son avis, à rendre son arrêt au fond, en particulier à une question fondamentale posée par les parties civiles. La déportation, c'est-à-dire l'incarcération et surtout l'élimination d'un être humain, résistant ou pas, dans un camp de concentration, n'est-elle pas un crime contre l'humanité ?
Si la chambre d'accusation de Lyon répond oui, la déportation d'un résistant n'est pas seulement un crime de guerre, mais un crime contre l'humanité, le dossier va se grossir du cas des résistants envoyés en Allemagne et en Pologne par Barbie, peut-être même du cas de Jean Moulin. Si la chambre d'accusation répond non, la question sera posée sans aucun doute à l'échelon supérieur, je veux dire à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Même en se pressant, il faut réfléchir pour répondre en droit à cette question. Et l'on ne peut prévoir raisonnablement de répondre avant la fin de l'année, ou plus tôt. Ensuite, il faudra décider si on peut ouvrir un procès pareil durant la période préélectorale. Un choix. Une véritable nuit d'émeute hier à Birmingham, en Grande-Bretagne. Face à face, la police et quelques centaines de jeunes Antillais du quartier de Handsworth, l'un des quartiers des ghettos noirs de cette ville, qui est la seconde de Grande-Bretagne. Il y a au moins 3 morts et une trentaine de blessés. Ce ne sont pas les premiers affrontements qui se produisent à Birmingham entre des jeunes immigrés et la police. Il faut peut-être savoir pour comprendre, ou du moins pour analyser cette flambée de violence, que Birmingham est l'une des villes les plus touchées par la crise économique et par le chômage. Sur place, Pierre Serra. Combat de rue à Birmingham cet après-midi encore, les forces de l'ordre ne se sont toujours pas rendues maîtres du terrain. Le ministre britannique de l'Intérieur en personne est venu constater l'ampleur des dégâts sous bonne escorte. Tout a commencé hier soir par un banal contrôle de police. Le conducteur d'une voiture n'est pas en règle, un agent veut lui faire payer une amende. Il est alors pris à partie par un groupe de jeunes, c'est l'attroupement, bientôt l'émeute. Maisons incendiées, barricades improvisées, jets de pierres et de cocktails Molotov, près de 400 jeunes, la plupart d'origine jamaïcaine, vont tenir tête aux renforts policiers toute une partie de la nuit. La principale rue commerçante du quartier livrée au pillage, vitrines fracassées par des pavés, commerçants indiens, comme celui-ci, frappés à coups de pierre. Bilan 3 morts, 28 blessés, jamais Birmingham n'avait connu une telle explosion de violence. Il y a 3 raisons qui permettent d'expliquer au moins en partie les émeutes de Birmingham. La première est sociale. Dans cette ville industrielle où l'on fabrique notamment les voitures Leyland, la crise sévit et le chômage se développe, notamment bien sûr dans la communauté noire. Deuxième raison, elle est de drogue, si l'on peut dire. La drogue ici est en vente quasiment libre et même les enfants, paraît-il, peuvent acheter de l'héroïne dans les pubs. La troisième raison est une raison raciale. Si ce n'est pas tout à fait la haine, c'est en tout cas l'exaspération raciale entre les communautés noires et indiennes notamment. Les Noirs se sentent abandonnés, ils n'ont pas de travail et leur réaction est évidemment explosive. Et dans ces conditions, on ne voit pas comment la police, qui intervient d'une manière très dure et très sévère, pourra régler le problème, sinon en faisant croître un peu plus la haine. L'Afrique du Sud, à l'heure des sanctions, hier c'est Ronald Reagan qui annonçait une série de sanctions très limitées à l'égard de Pretoria. Aujourd'hui, ce sont les 10 ministres des Affaires étrangères européens qui discutaient à Luxembourg sur des sanctions, ou des sanctions que l'on pourrait qualifier de minimum. On pensait dans un premier temps qu'ils étaient parvenus à se mettre d'accord. Apparemment, aucun accord pour l'instant. Sur place, nous trouvons tout de suite Georges Bortoli, qui est donc à Luxembourg. Discussion longue et difficile entre Européens sur l'Afrique du Sud. En ce moment, l'accord vient de se faire sur, par exemple, l'interdiction de vendre des armes ou du matériel sensible aux Sud-Africains, ou de leur vendre du pétrole, ou de leur vendre de la technologie nucléaire. Tout cela est passé assez facilement, dans la mesure où tout cela était déjà en cours. Mais une mesure plus spectaculaire, plus symbolique, comme le retrait de Pretoria des attachés militaires des pays européens, cette mesure-là, les Britanniques n'en veulent pas. Donc, pour l'instant, elle est en panne. Ces mesures constituent un démarrage du processus de sanctions à l'égard de l'Afrique du Sud. J'ai moi-même indiqué que la délégation française n'était pas totalement satisfaite par rapport notamment aux décisions que nous avions prises sur le plan unilatéral. Mais nous considérons que c'est un progrès, c'est un démarrage en tout cas, et le texte que vous verrez prévoit que la communauté doit de nouveau se réunir et qu'elle envisagera une accélération, un accroissement des sanctions prises. Ce soir à Luxembourg, c'est donc la discussion au finish pour arriver enfin à un catalogue de mesures cohérentes dans la lutte contre l'apartheid. Ces mesures, de toute façon, seront modérées dans la mesure où elles sont unanimes, puisqu'il y a certains des 10 qui sont moins déterminés à lutter contre l'apartheid que d'autres, que la France, par exemple. Mesures modérées parce que mesures unanimes, ceci est fonction de cela.
Oui, apparemment donc pas d'accord complet ce soir, c'est ce que m'a appris il y a un instant une dépêche de l'agence Associated Press. Les ministres des 10 ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des sanctions contre Pretoria, mais apparemment la discussion n'est pas tout à fait terminée. Alors, émotion de circonstance à Pretoria, mais peu de crainte véritable après, en tout cas, la décision américaine de sanctions annoncée, elle, hier, par le président américain Reagan. Une annonce qui a eu pour premier effet d'interrompre la procédure au Sénat américain, qui s'apprêtait lui aussi à instaurer des sanctions peut-être un peu plus radicales pour en finir avec l'apartheid. Émotion donc, mais pas de crainte, dans la mesure où le geste de Ronald Reagan est plutôt considéré comme un geste symbolique. Gérard Rinet. Même symbolique, les sanctions américaines ont été ressenties en Afrique du Sud comme un nouveau coup dur pour le président Botha. La presse anglophone, qui est opposée au régime de Pretoria, réclamait ce matin des réformes et même la démission du gouvernement. Officiellement, le président sud-africain a rejeté la prise de position de Ronald Reagan. Ces sanctions, a-t-il dit, ne peuvent résoudre nos problèmes et touchent avant tout les Noirs. De son côté, l'évêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, qualifie les mesures américaines de tièdes. Ces sanctions pourraient satisfaire le gouvernement blanc, a-t-il dit, mais en aucun cas les Noirs. Il est vrai que ces sanctions ne risquent pas d'acculer le régime de Pretoria à des changements, mais ce qui est nouveau, c'est la réaction des milieux d'affaires sud-africains, qui ne voient qu'une seule solution pour résoudre la crise, négocier avec la population noire et demander aux Occidentaux de bien mesurer l'importance des sanctions qu'ils peuvent prendre. L'Europe doit chercher justement la voie moyenne entre les deux extrêmes, parce que les enjeux de l'Europe sont importants aussi. L'Afrique du Sud est un livreur très important pour l'Europe, de toutes sortes de matières premières qui sont importantes pour l'Europe. Et l'Afrique du Sud est aussi le principal client de 9 pays autour de l'Afrique du Sud. Alors les enjeux sont très grands. C'est vraiment un enjeu d'ordre mondial. Et de fait, c'est bien plus le boycottage des banques étrangères, comme certaines banques américaines qui n'ont pas attendu la consigne de la Maison-Blanche pour se désengager d'Afrique du Sud, que redoute le régime de Pretoria. En Norvège, victoire au finish pour la coalition de centre-droit qui se représentait devant les électeurs. On a eu droit à un joli suspense. Le résultat était longtemps incertain, mais il a finalement tourné à l'avantage de l'alliance qui regroupe les conservateurs, les chrétiens et les centristes. Il l'emporte donc sur l'opposition de gauche avec un petit siège de majorité. La rentrée scolaire, jour J+1 et pas de problème majeur. Il y a bien sûr quelques bavures, comme tous les ans, avec par exemple des classes qui attendent des professeurs et des professeurs qui attendent des classes. C'est le vieux thème de l'affectation, mais rien de très grave. Au plan national, seulement des cas isolés. Un point noir quand même, le problème des maternelles qui se pose dans le sud de la France et dans la région parisienne. Il y a trop d'enfants et pas assez de classes. On parle même de 4000 jeunes enfants en liste d'attente. Quelle solution apporter à ce problème? C'est ce qu'ont voulu savoir nos reporters Agnès Poirier et Claude Sicard. Lucie aura 3 ans en janvier prochain, mais hier la rentrée s'est faite sans elle. Dès 2 ans pourtant, ses parents l'avaient inscrite à l'école maternelle de ce quartier du 18e arrondissement. Mais il n'y a pas de place à l'école pour Lucie. Et sur la liste d'attente de la crèche, elle porte le numéro 403. Seule solution, en partant travailler, ses parents la déposent dans cette halte garderie. À 18 h, la garderie ferme, une jeune fille la ramène chez elle et avec son frère Sylvain, un grand, il est au CE2, elle attend le retour de maman. Bonjour. L'année dernière, j'avais une dame qui venait la garder ici, ce qui n'est plus possible à l'heure actuelle parce qu'elle est trop grande pour rester tout le temps à la maison. Donc, il lui faut un contact avec d'autres enfants et étant donné qu'elle a presque 3 ans, je pensais qu'elle pourrait aller à l'école cette année. Donc, ça n'est pas possible. Il me faut quand même une solution pour qu'elle ne s'ennuie pas à la maison. Donc, j'ai choisi cette halte garderie que je connaissais depuis l'année dernière, qui a un petit côté préscolaire, qui fait un petit peu dessiner, qui fait des jeux moteurs, des trucs comme ça, enfin bon, qui a un petit peu un aspect école maternelle, mais effectivement, ça a un handicap matériel très important. 1600 francs par mois pour la garderie de Lucie. Cela explique aussi pourquoi de plus en plus de parents cherchent à envoyer leur enfant à l'école dès que possible. Face à cette demande de plus en plus forte, le ministère de l'Éducation nationale a fait un effort. 2000 nouvelles classes maternelles se sont ouvertes hier en France. Pourtant, des points noirs subsistent dans le sud de la France, dans le Var plus particulièrement, et à Paris, où l'on compte pourtant depuis hier 41 maternelles. Plus d'enfants que nous ne pensions, donc beaucoup plus d'enfants nés en 1982.
ont pu être accueillis et la liste d'attente maintenant est d'environ une vingtaine d'enfants nés en 1982. Par contre, tous les enfants nés en 1983 ne peuvent être accueillis cette année et resteront certainement sur liste d'attente toute l'année. Pour le SNI, le principal syndicat d'instituteurs, 4000 enfants seraient en mal d'école maternelle dans la région parisienne. Bien difficile de chiffrer, répond le ministère de l'Éducation nationale, même si l'on reconnaît que le problème ne pourra être entièrement résolu cette année. Dernier partenaire, les municipalités, chargées de trouver ou de créer les locaux. La mairie de Paris s'est donnée jusqu'à jeudi pour faire le point sur la situation. Peu de choses en économie aujourd'hui, un chiffre quand même à retenir, celui des bénéfices de Rhône-Poulenc pour le premier semestre 85, plus d'1 milliard de francs pour le groupe chimique nationalisé, ce qui marque une hausse de 30% de ce bénéfice par rapport à la même période de l'année passée. Et puis la décision de l'inspection du travail dans le conflit qui oppose la direction de Peugeot à La Rochelle à 434 ouvriers. Nous vous le racontions hier soir, la direction de l'usine de La Rochelle, en sureffectif, leur a proposé des postes équivalents, mais à Mulhouse, ils ont refusé. Elle a donc décidé de les licencier. L'inspection du travail a dit non tout à l'heure. Les propositions de reclassement sont trop éloignées géographiquement. La suite de notre série sur le Japon, maintenant une série consacrée à la vie quotidienne, tout à la fois si loin et si proche de nos préoccupations. Hier, nous vous avons montré comment les chauffards étaient rééduqués dans une prison spécialisée. Aujourd'hui, Isabelle Bechler et Christian Hiroux nous emmènent visiter le premier magasin mécatronique du monde. Il y est question tout simplement de robots familiers. Jusque dans ces caves, ce magasin est une vitrine. Vitrine de la technologie et d'une nouvelle organisation du travail à la japonaise. Vitrine où les camions de livraison se déchargent presque tout seuls. Seule intervention humaine, celle du conducteur du camion, le reste est piloté par ordinateur. Les marchandises vont grimper seules jusqu'aux étages. But de l'opération, décharger les humains des tâches fastidieuses ou fatigantes, sans perdre de vue bien sûr que les robots ont moins de faiblesse que les hommes et surtout un goût moins prononcé pour les augmentations de salaire. La nuit, c'est un autre robot qui prend le relais, un robot avec musique incorporée. Il transporte des charges allant jusqu'à 500 kg jusqu'au pied du rayon concerné. Quant aux veilleurs de nuit, mieux vaut pour eux se faire tout petit sur son passage, car l'ordinateur n'a pas prévu d'obstacle humain. Le saucisson non plus n'a pas échappé à la manie de l'automatisation. Des tranches, ouais, plutôt fines. On est 4, je vais en prendre 8. Et ça va me faire 104 yens. C'est parti. Fini, les conversations avec la charcutière, c'était le bon temps. Celle-ci a une voix synthétique. Le petit dernier, c'est le robot suiveur, très discipliné. Il vous suit à la trace grâce à une ceinture magique avec boîtier à ultrasons. On en oublie parfois qu'on est en chair et en os. Mais il faut bien ça quand même pour transporter une girafe. Une question beaucoup moins électronique. Quel est le point commun entre Brigitte Bardot, Laurent Fabius, Bernard Hinault, San Antonio ou Mikhail Gorbatchev? Réponse, eh bien, c'est le Petit Larousse 1985. Le voici. Il vient de sortir. Ils y trouvent maintenant, ces gens-là, ils trouvent maintenant place aux côtés de Johnny Hallyday, de Michel Platini, de Chris Evert Lloyd, mais aussi du Clip, du Smurf, du BCBG, d'Eber et de l'origami. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, l'origami, c'est l'art japonais du papier plié. Le Petit Larousse, donc, qui est le document de base de nombreux Français et qui vient de faire aujourd'hui sa dernière mue. En sport, le rendez-vous de l'équipe de France de foot qui joue demain une partie de sa qualification pour le mondial l'année prochaine au Mexique. En cas de victoire sur la RDA, en RDA, la France serait pratiquement qualifiée pour Mexico. Oui, mais voilà, les pays de l'Est et notamment l'Allemagne de l'Est n'ont pas toujours bien réussi au tricolore. Dominique Leglou. Une seule référence pour RDA France, c'était à Leipzig justement il y a 10 ans, en qualification pour le championnat d'Europe.
Et ce jour-là, après un bon départ, ponctué d'un premier but de Dominique Battenet, l'équipe de France dut subir la fin de match en encaissant 2 buts. Le premier marqué par Streff, le second sur pénalty par Vogel. Un pénalty accordé bien généreusement, semble-t-il, par l'arbitre, M. Fredriksson, qui avait vu François Bracci pousser son adversaire direct. Quoi qu'il en soit, la France s'inclinait donc 2-1 chez les Allemands de l'Est à Leipzig. Les clubs français, pour leur part, n'ont pas mieux résisté au football est-allemand. Souvenez-vous des éliminations dans les différentes Coupes d'Europe, de Metz par Dresde, de Lens par Magdebourg, de Saint-Étienne par Berlin et de Bordeaux par Leipzig. D'autre part, l'équipe de France, contrairement à Michel Platini, s'exporte mal. 5 matchs à l'extérieur en 2 saisons, 2 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire contre le modeste Luxembourg. La dernière défaite, 2-0 à Sofia, but de Sirakov et de Dimitrov sur corner dès la 11e minute, plaçant l'équipe de France dans une position moins confortable, une obligation à Leipzig, gagner ou faire match nul. Match nul ou une victoire qui pourrait peut-être nous permettre, en fonction des autres résultats, de respirer un peu et de ne pas jouer à qui tout double sur les 2 derniers matchs à Paris. D'autant que l'équipe de France sait, quand elle le veut, remarquablement bien jouer. Les RDA n'est pas une bête noire. À Paris, la France n'a fait qu'une bouchée des Allemands de l'Est, 2 buts des jeunes Stopira et Philippe Anzianu. Et puis, sur ces 10 derniers matchs, la France n'a perdu qu'une fois et démontré, il y a 3 semaines, face à l'Uruguay, qu'elle était toujours l'une des meilleures équipes du monde. Ce qui a sans doute motivé Henri Michel dans sa décision de reconduire la même équipe de France, à une exception près, le remplacement de Thierry Tussaud, blessé, par le jeune Parisien Fabrice Poulain, dont c'est la première sélection. Fabrice Poulain qui rêve d'imiter José Touré devant la RDA et faire de sa première sélection une première victoire. 48 km 144 dans l'heure. Voilà le nouveau record établi par le Danois Hans-Henrik Ørsted au niveau de la mer à Bassano. Il efface des tablettes le vieux record de Ferdinand Braque. Nous allons voir dans un instant, je pense, les images de ce record. Il efface donc, voilà, des tablettes le vieux record de Ferdinand Braque. Mais il est loin de l'autre record, celui établi en altitude par l'Italien Francesco Moser. Il était de 51 km 151. Voilà donc le Danois Hans-Henrik Ørsted, qui est donc le nouveau recordman. Voilà, et puis une toute dernière minute que j'apprends à la seconde. Le président de la République, M. Mitterrand, se rendra à Mururoa le 13 septembre. Il se rendra donc pour présider la réunion d'un comité de coordination du Pacifique Sud dont la création a été annoncée aujourd'hui à l'Élysée. Une visite très surprenante, une véritable surprise, Paul Amar. Pour une surprise, c'est une surprise. Nous venons de l'apprendre à l'instant, nous la découvrons en même temps que les téléspectateurs. François Mitterrand fait en quelque sorte le coup de la Nouvelle-Calédonie. Souvenez-vous, à Antenne 2, le 16 janvier dernier, il avait annoncé son voyage surprise pour la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, il fait la même chose sous la forme d'un communiqué, bref mais précis. Il se rend donc dans quelques jours à peine à Mururoa. Il le fait pour des raisons qu'on peut imaginer. Il le fait pour illustrer sa détermination. Et la politique de la France en matière militaire et en matière nucléaire, elle peut tenir en une formule. J'y suis, j'y reste. Il le fait pour donner un avertissement, et c'est peut-être la première raison, aux écologistes de Greenpeace. Le bateau est parti, et il y a quelques semaines environ, d'Amsterdam pour Mururoa, est parti pour faire pression sur la France. Eh bien, François Mitterrand refuse cette pression. Il le montrera en se rendant lui-même en personne à Mururoa. Il le fait aussi, et c'est peut-être une deuxième raison, pour redonner confiance, pour redonner le moral à l'armée et à la DGSE. Il avait déjà donné une directive précise il y a quelques semaines, le 17 août exactement. Il avait demandé à la marine de refuser toute entrée de bateaux dans les zones de Mururoa. Il avait fait de manière très précise. Je réitère, avait-il dit, l'ordre donné aux armées d'interdire au besoin par la force toute entrée non autorisée dans les eaux territoriales françaises. Enfin, la troisième raison est peut-être politique, elle est sous-jacente, même si elle n'est pas dite. Il veut susciter un consensus entre les socialistes, le gouvernement socialiste et l'opposition. Le RPR et l'UDF ne peuvent qu'approuver une telle initiative, et malgré les divisions politiques entre les deux camps, le président de la République veut montrer que la politique militaire de la France ne change pas, quelles que soient les péripéties intérieures.
Voilà donc pour ce premier commentaire, Paul Amar, à propos donc de la visite tout à fait inattendue du président de la République qui sera donc à Mururoa le 13 septembre prochain. En politique toujours, j'ajoute que dans le débat Chirac-Fabius qui est prévu sur une antenne de la télévision, Antenne 2 et TF1 ont fait des propositions aux deux hommes. Celle de TF1 suggère la date du 6 octobre. Elle est retenue par le Premier ministre, mais cette date ne convient pas au président du RPR, à M. Chirac. Jacques Chirac souhaiterait que ce face-à-face ait lieu à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre, une affaire que nous suivrons de très près. Voilà, de nouveaux incendies en forêt, mais dans le Gard cette fois, où 2000 hectares ont été dévastés par le feu, des incendies très probablement dus à la malveillance, plusieurs centaines de pompiers et des canadaires. Heureusement, ce soir, le Mistral a, semble-t-il, faibli. Dominique Thiers. Toute l'après-midi, les canadaires ont tournoyé au-dessus du col de Porte, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Alès. Depuis hier, la situation s'est stabilisée, disent les pompiers. Mais on voit encore ici et là de nombreuses fumées qui nécessitent la vigilance. Au sommet du col, le poste de commandement des pompiers évalue les dégâts et dirige les opérations. Près de 5000 hectares de forêts de pins et de chênes ont été dévastés par les flammes. Ce matin, les pompiers luttaient encore avec acharnement contre un front de près de 7 km de long. Dans la nuit, plusieurs dizaines de hameaux ont dû être évacués et on ne dénombre heureusement aucune victime. Cela fait bientôt 36 heures que 350 pompiers, aidés de 400 militaires, 6 canadaires, un DC-6 et 3 hélicoptères sont mobilisés. Pour les pompiers, l'origine des feux est criminelle. On n'avait jamais vu dans la région un tel nombre de foyers s'allumer en même temps. Le terrain difficilement accessible ne facilite pas les opérations. Peu ou pas de chemin forestier, il faut descendre et attaquer les flammes à flanc de montagne. Dur. Très dur pour les maisons surtout. Parce qu'il y a des maisons, un village là-haut, deux villages à protéger. Et c'est pas... La nuit, c'est pas bien agréable parce qu'on voit pas où on marche, on voit pas. Puis il y avait des bêtes alors. Vous avez les yeux tout rouges, vous avez été irrité par... Bon, sous la fumée, c'est rien, c'est pas grave. Hein. Il y a eu des intoxications aussi par la fumée. Pareil, oui, à la radio, on a entendu pas mal d'évacuations. Ce soir, les foyers les plus importants semblent maîtrisés. Et si le Mistral ne se lève pas, les effectifs de pompiers seront allégés. J'ajoute que le plan hors sec est maintenu ce soir, donc, dans la région du Gard. Brigitte Simonetta, des nouvelles de ce Mistral? Oui, le Mistral va faiblir, heureusement, et ce sera plus facile, on vient de le voir, de combattre ces incendies. Cela dit, pour demain, ça commence par un S, ça se termine par un L. Entre ces deux lettres, il y en a 4, et vous l'avez deviné, c'est le soleil. Et qui dit soleil, dit sécheresse pour la moitié sud, mais dit sourire pour la moitié nord. Regardez la photo satellite, c'est assez simple. Plus la France est sombre, plus il fait beau, et là, il n'y a aucun problème, c'est du soleil partout. Et la carte de demain va nous le confirmer. Soleil absolument partout, sans exception, à signaler tout de même des bancs de brouillard le matin sur les côtes de la Manche, mais ces brouillards se dissiperont assez rapidement. Et qui dit soleil, dit chaleur. Les températures maximales, celles de l'après-midi, sont en hausse relativement nette, de 22 à 27 degrés sur la moitié nord, de 27 à 33 degrés sur la moitié sud. Demain mercredi 11 septembre, le soleil se lèvera à 7h23, se couchera à 20h11 et nous fêterons les Adelphes, à ne pas confondre avec Adolphe. Voilà, je vous rappelle le principal titre de ce journal. François Mitterrand se rendra à Mururoa le 13 septembre prochain, c'est-à-dire dans 3 jours. Une visite surprise annoncée il y a tout juste quelques minutes. Dernier journal aux environs de 23h25 en compagnie de Philippe Arroir qui aura pour invité Claude Chesson. Demain, n'oubliez pas à 6h45 Télématin, c'est votre premier rendez-vous avec l'information. Bonsoir, à demain 20h.